cette présentation intitulée « Mécanismes internationaux de promotion de la gestion durable des forêts ». Comme intitulé, nous allons voir le plan qui va être suivi. Nous allons donc parler du mécanisme FLECT, qui veut dire application des réglementations forestières, gouvernance et commerce. Et ensuite, nous allons parler du règlement européen sur la déforestation importée, qui veut dire, d'autres appellent zéro déforestation, mais ce n'est pas le vrai nom. Ça fait partie, mais l'intitulé, c'est ça. Et nous allons voir aussi les défis et les opportunités que cela représente pour notre pays. Ensuite, nous allons parler du mécanisme REDD+, et aussi le mécanisme AFR 100 comme la présentation du colonel Abdou. Il y a donc le Togo qui s'est engagé à restaurer 1,4 million d'hectares. C'est dans le cadre de ce mécanisme. Et ensuite, nous parlerons de la certification forestière, qui est un mécanisme, une certification internationale qui donne plus de valeur ajoutée au bois. Alors, juste un élément de contexte. Généralement, on parle des 3 bassins forestiers. Ça, c'est le bassin amazonien. Ça, c'est le bassin du Congo. Ça, c'est le bassin de l'Asie Sud-Est. C'est les grands blocs. Et donc, vous voyez que nous le retrouvons quelque part ici. Nous avons ici aussi le bassin qu'on appelle guinéen, qui est scindé. Malheureusement, le Togo se retrouve un peu au milieu. Le Togo et le Bénin divisent ce bassin en 2. Donc, il y a une partie qui est le bloc ouest et vous avez ici le bloc est. Voilà. Donc, ici, cette carte vous donne une idée des stocks de carbone dans la biomasse aérienne. C'est-à-dire, quand on prend les arbres, quel est les niveaux de stock à l'hectare. Mg bar A veut dire mégagramme à l'hectare. 1 mégagramme veut dire 1 tonne. 1 mégagramme égale 1000 kilogrammes, et donc qui équivaut à 1 tonne de biomasse. Donc ici, ça veut dire que plus vous rentrez dans le vert, le stock de carbone à l'hectare augmente. Et donc, en fonction de la couleur, ça vous indique à peu près le niveau de stock de carbone qui se retrouve dans vos forêts. Donc, vous comprenez que les forêts jouent un grand rôle dans notre vie. Et donc, ces forêts, avec ces quantités de stock, vont beaucoup plus impacter donc, le climat et aussi jouent un grand rôle pour la biodiversité et le développement socio-économique. Donc, environ 23% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de tout ce qui est lié à l'agriculture, la foresterie et l'utilisation des terres. Quand on parle de l'agriculture va contribuer à ces émissions avec les quantités de méthane, parce que le méthane et le protoxyde d'azote ont un grand potentiel de réchauffement plus élevé que le dioxyde de carbone. Mais généralement, quand on l'exprime, on convertit tout. C'est pour ça qu'on dit équivalent. C'est-à-dire que même si, quel que soit le gaz, il y a des équivalents qu'on essaie d'établir. Et donc, c'est pour ça que généralement, vous allez voir, on dit CO2, CO2. Ce n'est pas que tout est CO2. C'est des équivalents. Et donc, la déforestation et la dégradation vont être des facteurs importants qui vont influer sur donc, la biodiversité, le climat et à l'échelle internationale. Pour cela, donc, la conservation ou une gestion durable des forêts est assez importante et représente beaucoup d'enjeux. Et c'est pour ça, au niveau mondial, on a mis en place un certain nombre de mécanismes. Et surtout au niveau européen, vous avez tous les mécanismes qui sont mis en place pour lutter contre l'exploitation illégale et la déforestation. Donc, vous avez ce qu'on appelle le mécanisme FLECT que je venais de définir. Et vous avez le nouveau règlement, le règlement européen sur la déforestation importée, qui a été adopté en le 31, si j'ai bonne mémoire, le 31 mai
2023. Et vous avez tous les mécanismes de financement, dont le plus connu, qui est le REDD+. REDD, ça veut dire réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation. Mais dans les discussions, on a dû ajouter tout ce qui est lié aux efforts de conservation, de gestion durable et au reboisement. C'est pour ça que ça devient plus. Donc, c'est tout ce qui commence ici jusqu'ici, là, qui fait qu'on dit REDD+. C'est comme on dit PALCC+. PALCC+, ça veut dire, en fait, programme de lutte contre le changement climatique. Ça veut dire PALCC. Maintenant, comme on a ajouté protection de la biodiversité et agroécologie, c'est pour ça qu'on dit PALCC+. C'est la même chose que REDD+. Ça veut dire que REDD+, avant, se limitait seulement à la déforestation, à la dégradation des forêts. Mais comme on a intégré d'autres thématiques, c'est pour ça que c'est devenu REDD+. Et donc, vous avez l'initiative africaine AFR 100 et vous avez certains engagements internationaux comme la déclaration de Glasgow en 2021 sur la réduction qui vise à stopper la déforestation. Mais ce mécanisme concerne plus les pays purement forestiers. Et donc, nous, dans notre développement, on ne va pas trop parler, mais il faut savoir que ça existe et c'est beaucoup plus les pays des grands bassins qui sont souscrits à ce mécanisme. Et maintenant, nous allons parler de la certification forestière qu'on appelle le FSC. Alors, c'est quoi le FLEGT? Donc, on va vous parler du FLEGT qui, comme la définition l'indique, c'est aussi une initiative de l'Europe qui vise à éliminer le commerce du bois illégal qui rentre dans le marché européen. Et donc, le FLEGT, c'est donc ce mécanisme-là. Comment ça fonctionne? Le FLEGT fonctionne en termes de mise en place de certaines dispositions au niveau d'un pays. Et quand vous arrivez à mettre en place ces dispositions-là, le pays signe ce qu'on appelle un accord de partenariat volontaire avec l'UE. Donc, quand vous le signez, ça vous permet de faire entrer votre bois de façon légale. Ça veut dire que vous allez vous engager à respecter les réglementations qui vous permettent de faire entrer votre bois. Et généralement, ces bois sont estampillés. Ça veut dire que vous avez cette licence-là. Et on met cette licence sur le bois. Et donc, qui atteste que votre bois est certifié et exploité de façon légale dans votre pays et donc peut rentrer dans le marché européen. Alors, cette réglementation incombe plus. Donc, ça oblige les importateurs, ça veut dire que les entreprises européennes qui vont exporter le bois, qui vont importer le bois en Europe, à pouvoir exercer ce qu'on appelle une diligence raisonnée. Qu'est-ce que ça veut dire? La diligence raisonnée, simplement, veut dire un contrôle justifié. C'est-à-dire qu'ils exercent un contrôle qui permet de prouver que le bois n'est pas issu d'une exploitation illégale. Donc, vous allez voir, quand on va parler du règlement européen, le thème va revenir, la diligence raisonnée. Et là, on donnera plus de détails sur comment ça se passe là. Alors, quels sont les pays qui se sont déjà engagés? Donc, le Ghana est le premier pays qui a pu signer l'accord de partenariat en 2009 et ils ont pu mettre en place les licences FLEGT en 2022. Et donc, qu'est-ce que ça apporte pour le Ghana? Ça améliore la traçabilité du bois et ça renforce les lois forestières au niveau du Ghana et ça réduit donc l'exploitation illégale. Alors, quand vous exportez le bois de façon légale sur le marché européen, ce bois a plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire que vous ne vendez plus le bois, le bois n'a plus le même prix. Quand vous arrivez à prouver que votre bois est issu d'une exploitation légale
est planifié, ça veut dire que ce bois ne se vend pas au même prix que lorsque vous n'avez pas ces dispositions. Donc, en Afrique, quels sont les pays? Donc, vous avez le Congo, Congo-Brazzaville, qui a aussi signé son APV, c'est-à-dire l'accord de partenariat volontaire en 2010. Le Cameroun en 2000. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire en 2022. Mais les 3 pays n'ont pas encore eu leur licence FLECT, dont leur processus est en cours. Et au niveau du monde, qu'est-ce qui se passe? Vous avez en Asie Sud-Est l'Indonésie. Donc, qu'est-ce qui en Asie? C'est l'Indonésie qui a été le premier à avoir ses licences FLECT depuis 2016. Mais en Afrique, c'est seulement le Ghana qui a actuellement ses licences. En Amérique latine, c'est seulement l'Honduras qui est en discussion. Les autres pays ne sont pas très engagés dans le processus. Mais quels sont les avantages et les obstacles? Donc, quand vous vous êtes engagé dans le mécanisme FLECT, vous avez donc un meilleur accès, c'est-à-dire votre bois a un meilleur accès au marché européen et ça permet d'améliorer donc la gouvernance forestière. Cela veut dire quoi? Ça implique tout ce qui est disposition en termes de mécanismes de prise de décision, de contrôle, d'exploitation. Et quand vous engagez dans ce processus, ça permet aux acteurs d'améliorer leurs capacités parce que généralement, il y a des projets, il y a des fonds qui vous accompagnent. Si le pays s'engage dans le processus, vous bénéficiez d'un accompagnement technique et financier pour arriver à ce processus. Et donc, ça améliore aussi, ça limite l'exploitation illégale dans votre pays. Mais il faut avoir de bonnes capacités techniques. Ça veut dire que vous devez améliorer vos capacités en termes de contrôle, en termes de gestion. Et souvent, les obstacles, si ça élimine la corruption. Généralement, s'il y a trop de corruption, c'est-à-dire qu'il y a des pots de vin, ça bloque le processus. Ça veut dire que c'est un processus qui vous permet d'améliorer donc la contribution du secteur au budget national. Et donc, ça veut dire que ça limite les petits trucs qu'on fait, voilà. Et donc, voilà un peu. Il y a aussi parfois les pays où l'agriculture, comme par exemple la Côte d'Ivoire, où il y a plus le cacao. Donc, les gens parfois veulent détruire leurs forêts pour planter le cacao. Et donc, ça peut être aussi une limite. Donc, au Togo, vous savez que nos forêts, généralement, quand dans ce domaine, on parle de forêt, il ne faut pas penser que c'est seulement les forêts. On va revenir plus en bas. Sinon, les gens vont dire qu'au Togo, on n'a pas de forêt, que c'est seulement la zone de Palimé jusqu'à Palimé, Wawa, Akebu, Adélé, que c'est seulement la zone là qui est forêt. Non. Dans le sens du forestier, ce n'est pas ça seulement qu'on considère comme forêt. Et ça, on va revenir dans ces explications. Vous allez comprendre que le Togo aussi a beaucoup de forêts. Et donc, ces explications sont vraiment nécessaires pour nous permettre de prendre soin de nous. Donc, nous allons développer plus cette partie parce que ce règlement est nouveau et ça va avoir beaucoup d'impact sur nos produits d'exportation, notamment le soja, le bois, si on veut exporter vers l'Union européenne, le café et le cacao pour le Togo, bien que ce soit 7 produits qui sont concernés. Alors, qu'est-ce que c'est que le règlement 0? C'est donc, comme je le disais en préambule, c'est un règlement qui a été adopté le 31 mai 2023 par la Commission de l'Union européenne sur la déforestation importée, dans le cadre de leur engagement à lutter contre la déforestation et la perte de la biodiversité. Et ce règlement a été modifié le 19 décembre 2024 en termes
sa date de mise en application parce que beaucoup de pays africains n'étaient pas prêts. Et donc, il n'y avait pas possibilité de commencer. Donc, on a repoussé ça et vous verrez la date qui est maintenant officielle. Donc, les liens là permettent d'accéder au test officiel du règlement. Et donc, quel est le calendrier d'entrée en application de ce règlement? Donc, selon la modification qui a été faite, ça veut dire que le règlement rentre en application le 30 décembre 2025. Et généralement, il y a une autre directive qui dit que les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises, vont l'appliquer plus tard, donc le 30 juin 2026. Eux, ils ont à peu près combien là? Si vous calculez bien, ça fait 6 mois. OK, oui, c'est 6 mois. Voilà. Et donc, mais ils ont promis, la commission a dit qu'ils vont présenter une étude d'impact pour voir la possibilité d'étendre le règlement à d'autres superficies forestières et à d'autres produits. Mais selon les discussions, c'est beaucoup plus les zones humides qui semblent être concernées, tout ce qui est zone humide, et les produits qui risquent de rentrer dans la liste, c'est essentiellement le maïs et le coton, selon ce qui est en discussion, mais ce n'est pas encore officiel. Hein? Oui. Et donc, cette étude d'impact va faire ses propositions et dans le règlement, il est prévu de faire la révision chaque 5 ans. Et donc, la prochaine révision pourrait intervenir le 30 juin 2028. Et quel est l'objectif de ce règlement? Donc, c'est contribuer à la réduction de la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc, il s'agit d'interdire la commercialisation dans l'UE et augmenter la demande et le commerce de matières premières et de produits exempts de déforestation et de produits en conformité avec les lois de production du pays. C'est pour ça que nous avions fait la première présentation pour comprendre quelles sont les lois de notre pays qui encadrent donc tout ce qui est lié à la déforestation et à la dégradation. C'était le sens de la présentation qu'on a suivie ce matin. Alors, à qui s'adressent ces obligations? Ces obligations, c'est aux personnes physiques et morales qui importent ou exportent ou mettent sur le marché européen des produits. Et donc, les opérateurs économiques, les commerçants, c'est eux qui sont concernés. Mais en réalité, c'est nos pays aussi qui sont concernés. Mais on ne veut pas dire directement que c'est nos pays. Parce que ça touche notre économie. Vous savez que notre économie est tournée plus vers l'exportation de nos produits. Et c'est là que ça doit nous réveiller pour travailler à pouvoir aller vers la transformation de nos produits. Bien que dans le règlement, les produits associés aussi sont concernés, par exemple pour le bois. Et donc, quels sont les produits qui sont concernés par ce règlement? Donc, vous allez voir, il s'agit de l'huile de palme. Donc, l'huile de palme, le caoutchouc, donc tout ce qui est les produits liés à l'EVA. Bon, au Togo, on n'a pas l'EVA, même si les gens s'amusent à dire qu'ils vont faire l'EVA. Parce que l'EVA, si vous le faites, il ne faut pas seulement que les arbres poussent, mais il faut que les arbres donnent du latex. Et il faut que les conditions écologiques soient réunies. Donc, tu peux planter ça ici à Lomé, tu vas avoir les arbres, mais ça ne va pas couler. Donc, tu ne vas pas pouvoir rentabiliser tes dépenses, ton investissement. Tu peux planter ça. Donc, c'est des éléments importants à comprendre. Il ne suffit pas de planter l'arbre, mais il faut que tu plantes l'arbre dans son milieu naturel ou là où les conditions sont réunies pour pouvoir optimiser donc, les bénéfices. Et donc, il y a le soja, il y a le bois, il y a le bétail, c'est-à-dire les bœufs. Donc, il y a la viande et le cuir, il y a le cacao, le café et les produits finis, comme par exemple le chocolat, les meubles et autres là. C'est pour ça que nous illustrons tout ça là, par tout ça là. Donc, vous avez l'EVA, ça c'est le soja, ça c'est l'EVA, ça c'est le bois, ça c'est le café, ça c'est le bœuf, ça c'est le cacao. Vous avez donc la liste de ces produits qui risquent d'être élargie. Et donc, je le disais tantôt, les écosystèmes aussi, comme les zones humides, je disais que par exemple, le maïs et le coton risquent aussi d'intégrer donc, cette liste.
Voilà. Maintenant, comment ça se passe? Parce que le règlement, quand on dit quelles sont les exigences de ce règlement, comment ça va se passer? Donc, cela dit que pour que le produit rentre sur le marché européen, c'est-à-dire soit exporté, il faut que le produit soit issu de zéro déforestation. C'est-à-dire que le produit ne doit pas, la production du produit ne doit pas entraîner de la déforestation ou de la dégradation des forêts. Après le 30 décembre 2020. Donc, ils ont pris une date. Ça veut dire que si vous avez des plantations qui ont été mises en place avant cette date-là, vous n'êtes pas concerné. Mais tout ce qui se fait après 2020 pourra être concerné. C'est ce que ça veut dire. Et pourquoi cette date? Parce qu'ils ont aligné cette date par rapport à d'autres initiatives, comme je le disais. En Europe, il y a ce qu'ils appellent le pacte vert. Et il y a aussi la déclaration de Glasgow sur les forêts. Donc, c'est pour ça qu'ils ont pris cette date de référence. Le produit doit être aussi conforme avec la législation du pays d'origine. Et c'est là le sens de la présentation qui a été donc faite ce matin. Ça veut dire que nous devons aussi respecter nous-mêmes notre réglementation. Ça veut dire que nos productions doivent respecter notre réglementation. Ce n'est pas la réglementation de l'Europe qui s'exerce, mais nous, notre propre réglementation. Et donc, le produit doit faire l'objet d'une déclaration de diligence raisonnée. Et donc, la diligence raisonnée, je le disais tantôt, c'est donc une sorte de contrôle justifié qui est donc exercé sur le produit. Et on va voir qu'est-ce que c'est que donc cette diligence raisonnée. Alors, la diligence raisonnée, quand vous allez dans le règlement, vous allez voir les articles 8, 9, 10, 11, mais expliqué en 3 étapes, ça veut dire qu'il y a donc une première étape qui va vous permettre de recueillir ces informations sur le produit. Donc, décrire le produit, la quantité, le pays, zone de production, par exemple Togo, si c'est produit par exemple dans la région centrale, et la période, la date de production, qui, le fournisseur, et géolocaliser la parcelle, et que le produit doit être issu de zéro déforestation et que le produit a été fait de façon légale conformément à la réglementation du pays. Alors, la géolocalisation, le règlement stipule que si la parcelle est de plus de 4 hectares, vous devez donc géoréférencer, vous devez prendre tout le polygone. Ça veut dire que vous devez traquer tout le polygone. Mais quand c'est en bas de 4 hectares, vous prenez seulement un point. C'est ce que la réglementation stipule. Maintenant, si votre pays est classé, parce qu'il y aura un classement, on va voir ça un peu plus en bas, il y a un classement qui est en cours. En fonction des données qui ont été collectées, on va classer les pays en 3 catégories. Il y a les pays à faible risque, les pays à moyen risque et les pays à haut risque de déforestation et de dégradation. Nous allons revenir plus en bas sur la définition de ces concepts pour voir quelle est la différence ou les nuances qui existent entre les deux concepts. Et donc, si votre pays est classé dans les pays à faible risque, vous ne continuez plus les 3 étapes. Ça veut dire que si vous fournissez ces éléments, ça devient une diligence raisonnée simplifiée. Votre produit peut passer. Mais si votre produit est classé parmi les pays à moyen risque et à haut risque, vous devez poursuivre le processus sur les 3 autres étapes. C'est ce que ça veut dire. Et probablement, nous, on sera dans un pays à faible risque. Et donc, c'est la suite, c'est... Alors, comment on soumet donc cette déclaration de ce qu'on appelle la diligence raisonnée? Donc, il y a un dispositif, il y a un modèle qui est déjà là et qui est dans l'annexe 2 du règlement. Et
qui vous permet de faire la déclaration. Et une fois que c'est rempli, on soumet ça dans un registre de la commission et qui de tous les pays, qui est centralisé. Et quand le produit arrive, vous devez présenter donc le numéro de votre déclaration au niveau des contrôleurs douaniers. Alors, maintenant, quels sont les éléments qui rentrent donc dans la déclaration de ce que nous appelons la diligence raisonnée? Donc, il y a l'annexe, donc il y a des éléments qui sont déjà tracés, les informations qu'il faut fournir, donc comme on l'a dit, donc beaucoup plus détaillé. Vous devez donc décrire le produit, tous les éléments qui sont là, le nom, tout ça là, le pays, production et les régions. Et maintenant, au niveau du fournisseur, vous devez donner le nom, l'adresse postale et l'adresse email. Et donc, il y aura des informations sur la quantité. Donc, on a parlé de la géolocalisation et donc de tous ces éléments-là. Voilà un peu les informations qui permettent de faire donc le contrôle justifié, ce que nous appelons la diligence raisonnée. Une fois que vous avez tout ça là, on va voir quels sont les critères qui permettent de classer les pays. Il y a 3 critères fondamentaux, c'est-à-dire le taux de déforestation et de dégradation du pays. Il y a le taux d'expansion des terres agricoles associées aux produits concernés. Et maintenant, comment est-ce que les tendances de production évoluent? Est-ce que votre production est à la hausse ou est-ce que vos productions sont à la baisse? Et donc, c'est les 3 éléments qui permettent. Mais il y a une étude de télédétection qui permet d'évaluer le taux de dégradation de chaque pays. Donc, il y aura une carte qui sera disponible sur un système qui sont en train de mettre en place et qui vous permet, vous-même, vous voyez, ce n'est pas que quelqu'un dit, mais vous allez voir le niveau, comment évolue votre couvert forestier. Et donc, vous avez les données et c'est vous-même qui allez vous dire, vous sentez que votre niveau de déforestation, votre taux de déforestation est en train d'augmenter ou il est en train de baisser. Donc, voilà les critères. Alors, comment les contrôles se font? Donc, il y aura un pourcentage. Les produits qui seront issus des pays à faible risque au niveau de l'Union européenne à l'entrée du marché, on prend 1% de ces produits pour faire le contrôle. Les produits issus des pays à moyen taux de déforestation, ça fait 3% et les pays à haut risque, ça fait 9%. Donc, voilà un peu comment le règlement prévoit. Maintenant, quelles sont les sanctions qui sont prévues au cas où vous ne respectez pas donc, ces dispositions? Donc, il y a toute une batterie de sanctions de façon graduelle. Donc, il y a des amendes, il y a la confiscation des produits, la confiscation des revenus et graduellement, ça va jusqu'à l'interdiction d'appliquer donc la diligence simplifiée. C'est-à-dire que pendant un pays comme le Togo, qui va par exemple être dans les pays à faible risque, et là, nous, on aura à appliquer la procédure simplifiée. Mais si jamais on ne respecte ça, on peut nous retirer. Cela étant dit, quels sont les défis et les opportunités que cela représente pour notre pays, le Togo? Ça veut dire que déjà, en le faisant ainsi, ce règlement, il faut comprendre que c'est différent de tout ce qui est certification exercée. Et pour les importateurs européens, vous voyez, ils disent qu'eux, ils n'ont pas mis les moyens aux importateurs européens pour exercer donc, ce contrôle. Et donc, tout ce que cela nécessite comme exigence, c'est reporté sur donc, les producteurs. Ça veut dire que nous, ici, nous devons donc exercer, si quelqu'un veut exporter du soja, ou le café, ou le cacao, ou le bois, et on va voir plus tard, vous allez bien comprendre. Les bois, par exemple, issus des plantations ne font pas partie. C'est les forêts naturelles qui sont concernées. Et ça, vous allez comprendre ça plus en bas dans les définitions. Et donc, vous devez respecter toutes
ces dispositions. Donc, ça nous amène à avoir une certaine adaptation dans nos habitudes. Mais, en termes d'opportunités pour nos pays, ça veut dire que si on se conforme aux dispositions, ça peut donc nous donner plus de valeur ajoutée à nos produits. Et l'autre chose, c'est qu'on peut aussi, si on s'engage dans ce processus, ça peut nous amener à avoir ce que nous appelons à améliorer notre agriculture. Ça veut dire qu'on doit prendre des mesures pour rendre notre agriculture plus durable. Ça veut dire qu'on doit pouvoir faire quoi? Produire sur des superficies qui peuvent donner plus de rendement, mais pas augmenter les superficies. Vous savez qu'on ne cultive pas assez. Hein? Et puis, le problème, c'est l'agriculture familiale. Chacun fait, parfois même, tu vas voir un champ de quelqu'un, c'est cette salle-là. Mais il se lève le matin, il va au champ. Tu ne peux pas réussir avec une petite superficie. Ça, détrompons-nous. Et il faut essayer d'améliorer. Mais généralement, on refuse les changements. Si même vous apportez des variétés ou vous mettez en place des méthodologies pour dire aux gens, adoptez ça. Dans les projets, souvent, vous apportez des approches. Les gens refusent de les appliquer. Les avantages et risques, ça, c'est une analyse qui ne fait pas partie, mais tout ce qu'on dit là, c'est que ça peut nous inciter à renforcer notre gouvernance forestière et la possibilité d'accéder donc à des financements pour mettre en place une agriculture durable pour nos pays. Le risque, c'est que ça peut aussi, à moyen terme, entraîner des pertes économiques parce qu'il faut se conformer à la réglementation et il va falloir avoir un délai pour nous mettre en conformité, prendre toutes les dispositions. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a de ces réglementations, on dit non, on s'en fout, mais parfois on perd. C'est toujours mieux de rester concurrentiel. C'est-à-dire que même si on pense qu'on peut aller vendre ailleurs, il vaut mieux toujours avoir plusieurs, plusieurs marchés et avoir la possibilité de choisir. Moi, c'est une analyse personnelle. Pour la complexité, souvent, ce n'est pas facile pour nos producteurs ou nos parents qui parfois n'ont pas un niveau élevé pour rentrer dans ces procédures. Donc, mais en même temps, ça crée de l'emploi aux jeunes. Et donc, tout ça là remet en selle la notion de la formation. Par exemple, les jeunes qui sont formés dans les écoles agricoles comme l'INFA de Tové, tout ça là. Parce que généralement, les gens, quand on finit les formations, ne pensez pas, il faut vous-même vous former après. Et donc, ça peut devenir, par exemple, aussi des opportunités de création d'emplois. Mais pour l'Union européenne, on se demande si, par exemple, la disposition là, ne risque pas de déplacer donc, la déforestation. Ce que moi, j'ai dit de la déforestation exportée. Parce qu'on peut bien, par exemple, dans nos pays, vendre des produits, les mêmes produits à d'autres pays. Par exemple, comme la Chine ou l'Inde, on peut leur vendre nos produits. Le seul problème, c'est que on peut vendre, mais ça contribue à la déforestation et à la dégradation. Mais pas pour notre bien à terme, parce que de toute façon, l'agriculture n'est durable que lorsque vous l'avez intégré dans une approche de conservation. Parce que généralement, ce qu'on oublie, c'est les forêts qui contribuent à améliorer notre agriculture. C'est nos ressources parce que vous devez avoir les pollinisateurs. Et c'est eux qui vont contribuer donc à polliniser les fleurs pour pouvoir obtenir des fruits. Mais souvent, vous allez voir les gens dévaster toutes les forêts sur leur superficie, mais ils oublient que c'est les mêmes insectes qui ont besoin d'avoir où vivre pour pouvoir contribuer à la fructification de leurs produits. Donc, il y a un risque, pour moi, de ce que nous appelons une déforestation exportée. C'est-à-dire qu'on peut bien vendre ces produits ailleurs, pas sur le marché européen. Mais ça ne règle pas à terme le problème parce que ça va augmenter donc, la déforestation et la dégradation de nos forêts. Alors, dans le sens
de ce règlement, qu'est-ce que ça veut dire forêt? Donc, c'est la définition qui est donnée à forêt. On dit donc la forêt, c'est une étendue de plus de 0,5 hectares caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à 5 mètres et par un couvert forestier de plus de 10% ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à l'exclusion des terres dédiées principalement à un usage des terres agricoles ou urbains. C'est normal que je lise tout ça là parce que une fois écrit comme ça, il faut bien comprendre qu'est-ce que chaque terme veut dire. Et donc, quand on dit une étendue de plus de 0,5 hectares, ça veut dire que c'est à partir de 0,5 hectares. Donc, tout ce qui est à partir de 0,5 hectares est considéré comme forêt. Mais le couvert, on dit les arbres d'une hauteur supérieure. Ça veut dire que tous les arbres qui atteignent 5 mètres en allant sont considérés comme tels. Un couvert de plus de 10, ça veut dire à partir de 10 jusqu'à 15, 20, 40, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ. Ici, on dit pouvant atteindre, ça veut dire que ce n'est pas encore atteint. C'est ce que ça veut dire. Donc, si vous avez des zones qui ont été dégradées et que si on les laisse, ces zones peuvent devenir des forêts, ça veut dire que peuvent atteindre ces dimensions-là. Ces zones-là sont considérées comme des forêts. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que vous avez des zones qui ont des jeunes arbres qui n'ont pas encore atteint ces dimensions-là. Et que, mais si on les laisse en l'état naturel, vont pouvoir arriver à ces dimensions-là. Ça veut dire que ces zones-là font partie de ce que nous appelons forêt. Alors, si on le comprend ainsi, alors, dans le contexte togolais, qu'est-ce qu'on met dans forêt? Et donc, c'est ce qu'on va voir là. Alors, selon donc cette définition, quels sont les types de, comment on va dire, les types de végétation, si on veut parler dans notre jargon, ou bien quels sont les types de, c'est ça non, de végétation, voilà, qui vont être considérés comme forêt. Donc, généralement, chez nous, quand on dit forêt, par exemple, chez moi, si vous arrivez, vous dites forêt, on ne vous amènera jamais dans une savane. C'est toujours ça. Quand c'est comme ça, là, que chez nous, on dit c'est forêt. Le reste, là, ce n'est pas forêt. Alors que dans le sens de ce règlement, ça aussi, c'est forêt. Donc, quand vous avez des forêts denses, humides, semi-décidues, qu'on trouve dans les zones de palmiers, c'est-à-dire la partie sud-ouest du Togo, la zone écologique 4 du Togo, généralement, mais vous avez quelques forêts aussi dans la zone 4 et même dans la région centrale, vous avez des zones comme ça. C'est considéré comme des forêts. Mais il y a d'autres types aussi qui sont considérés comme des forêts. Donc ça, c'est des forêts denses sèches. Ça, quand vous avez ce type de végétation comme ça, vous allez voir que le sous-bois, bon, ça, vous allez voir que vous avez des arbres comme ça, mais vous n'avez pas des herbes. Il n'y a pas des graminées. Vous n'avez que des herbacées. Ça, c'est des forêts denses sèches. Ça, c'est des forêts claires. Ça, c'est des types de végétation que vous trouvez souvent dans les zones de transition. C'est-à-dire que quand vous allez la zone de transition entre le Guinéen et le Soudanien, dans la zone de Sokodé, ça, c'est les forêts claires, Aizo-Belnian, Tomentosa, Aizo-Belnian, Doka, Monothèse. Bon, ça, c'est des noms scientifiques. C'est pas Donc, ça, c'est ce type de formation comme ça, c'est considéré comme forêt. Il y en a encore mieux. Voilà, ça, c'est les savanes boisées. Quand vous avez ce type de savane, vous voyez ça, ce que nous appelons graminées. Ça, vous voyez comment ceci est là. Tout ça là, quand vous avez ça, dans le sens du règlement, ça, c'est considéré comme forêt. Alors que chez nous, normalement, si vous allez au village, vous dites à quelqu'un de vous amener dans une forêt, il ne va pas considérer ça. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on veut expliquer pour qu'on comprenne que, en fait, les savanes aussi, dans le sens de cette définition, et leur définition n'est pas trop différente de la définition du Code forestier du Togo. Et la référence de cette définition, c'est la définition de forêt de la FAO. Et donc,
leur définition est plus ou moins conforme à la définition de notre code forestier. Et donc, quand on dit forêt, dans le sens forestier, ce n'est pas seulement des forêts dans le sens écologique. Donc, ces savanes boisées, les savanes arborées font partie de forêts. Et donc, généralement, quand on dit le taux de déforestation, les gens disent non, que le Togo, il n'y a plus de forêt, mais il faut comprendre quelle est la définition. Vous voyez un peu? Et donc, ça, c'est des savanes arborées. Donc, il y a plusieurs types de savanes boisées, des savanes. Ça, c'est par exemple des savanes arborées. Terminalia, Macroptera. Ça, c'est des zones un peu exondées, c'est-à-dire des zones où l'eau reste. Et vous n'avez que ces arbres-là, vous les voyez sur de vastes étendues. C'est tellement joli que quand vous arrivez ici, vous avez envie de dormir là-bas. Hein? Et ça, c'est des zones très fertiles pour les ignames. Et donc, surtout les ignames lavacola. Les gens préfèrent ça parce qu'ils font les buttes déjà en octobre. Et les sols sont encore très humides. Et donc, c'est des zones très, à la limite, considérées aussi parfois comme des zones humides. Mais que tout le monde préfère. Même quand on est dans les parcs, ces zones-là, c'est là-bas vous allez voir plus de mammifères, les corbes et tout ça. Ça, c'est la définition écologique de forêt. Et ça, il faut bien noter ça. Donc, quand dans le domaine forestier, au ministère de l'Environnement, quand on dit forêt, ce n'est pas que des forêts. Au sens écologique. Dans le sens écologique de forêt, voilà ce que ça veut dire. La forêt se définit comme un milieu naturel caractérisé par un peuplement dense d'arbres de hauteur supérieure à 15 mètres, sans ouverture majeure du couvert. Un sous-bois formé d'arbustes sempervirents ou décidus. Sempervirents, ça veut dire que c'est des arbres qui ne perdent pas des feuilles. À l'opposé de semi-décidus. Semi-décidus, ça veut dire que c'est des arbres qui perdent leurs feuilles à la saison sèche. Et donc, vous voyez ces petits arbustes-là qui sont dedans là. Et vous avez des grands arbres comme ça. C'est ça qu'on appelle forêt normalement. Et vous avez quelques touffes de graminées. C'est ça la forêt. Mais dans le sens forestier, tout ça là, c'est pas que ça. Les savanes sont considérées comme des forêts. Les savanes arborées, boisées, forêts claires, tout ça là, c'est forêt. On est d'accord. Et donc, ce règlement n'aura pas que des conséquences pour les zones où nous considérons que c'est des forêts, mais y compris aussi les savanes. Ça veut dire que tout le Togo va être, même il y a des zones de Dapan, tout ça là, que nous pensons dans la région des savanes, quand peut-être ils n'ont pas de forêt, c'est des forêts. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors, c'est quoi la déforestation? Donc, on dit que c'est la conversion anthropique ou non de la forêt vers un usage agricole. Alors, eux, ils disent que c'est quand vous détruisez toute la forêt, vous rasez la forêt, c'est ça la déforestation. Mais la dégradation, c'est la modification structurelle. Ça veut dire que vous coupez certains arbres qui vous amènent à modifier une forêt primaire ou naturelle vers une plantation. Ça veut dire que dans le règlement, les plantations ne sont pas considérées comme des forêts. Donc, les forêts plantées ne sont pas considérées comme des forêts. Ou la conversion de forêt primaire en forêt plantée. Voilà. Donc, si quelqu'un va aller convertir des forêts en forêt plantée, c'est-à-dire que vous avez dégradé des zones et vous allez mettre des arbres pour que ça devienne forêt, dans le sens du règlement, ce n'est pas considéré comme forêt. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que, ça c'est une parenthèse, la notion de reboisement est à bien comprendre. Chez nous, quand on dit on veut reboiser tel nombre d'hectares, on met les arbres partout. Or, ça n'a pas la même valeur d'un point de vue socio-économique et écologique, parce que quand vous plantez des arbres, les arbres n'ont pas la même valeur. Et c'est ce que, par exemple, M. Abi disait qu'il y a une étude qui va être faite pour voir quel nombre d'arbres on peut planter en fonction des zones écologiques. Et généralement, même une forêt naturelle laissée sans rien mettre a plus de valeur qu'une grande plantation que vous voyez. Mais ça, il faut qu'on se comprenne très bien pour savoir où on plante, qu'est-ce qu'on plante et comment on plante là.
Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des arbres pour dire que, parfois même en plantant des arbres dans certains endroits, vous créez des problèmes que vous ne résolvez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire zéro déforestation? La zéro déforestation, ça veut dire que les produits là, qui contiennent, donc on dit les produits concernés, qui contiennent des produits de base en cause, qui ont été produits sur des terres n'ayant pas fait l'objet d'activités de déforestation après le 31 décembre 2020. Alors, qu'est-ce que c'est que parcelle? Donc, ça aussi, c'est défini. Donc, on dit, quand on dit dans le règlement, ça, c'est les termes de la réglementation. Quand on dit parcelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des terres au sein d'un bien immobilier unique telles qu'elles sont reconnues par le droit du pays de production et qui présentent des conditions suffisamment homogènes pour qu'il soit possible d'évaluer le niveau de risque agrégé de déforestation et de dégradation des forêts associées aux produits de base en cause qui sont produits sur ces terres. Donc ça, c'est des termes qu'on n'a pas modifiés. Donc le règlement prévoit que tous les produits commercialisés dans le lieu doivent avoir été produits sur une parcelle. L'absence de registre foncier formel ou de titre de propriété ne doit pas empêcher la désignation d'un terrain utilisé de facto comme parcelle. Parce que chez nous, comme on n'a pas un système foncier très bien organisé, on nous dit que non, ce n'est pas parce que ce n'est pas ça qui va empêcher d'appliquer ça. Une fois que la parcelle est identifiée comme telle, c'est considéré comme parcelle. Parce que si la notion là n'est pas définie, ça risque de créer des problèmes. Donc, je pense qu'avec ça, on comprend dans toute sa plénitude ce que ça veut dire le règlement sur la déforestation importée et ses implications pour les économies. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que le REDD+. Ici, vous avez la définition qui est là. Donc, le REDD+, la même définition de forêt s'applique à tout. Quand on dit forêt, dans le REDD+, aussi, ça veut dire que ce n'est pas que de la forêt que nous connaissons. Désormais, quand vous voyez des espaces, ne pensez pas que ça, ce n'est pas forêt. Dans le champ forestier, donc tout ce que vous allez croiser désormais, qu'on vient de faire, considérez ça comme forêt. Et donc, n'ayez pas ces pensées. J'ai vu. Et donc, voilà un peu l'origine de REDD+. C'est à partir de 2005 qu'on a commencé. Ça passait par les accords de Bali qui ont finalement créé le REDD+. Mais le REDD+ est loin des mécanismes qui a été intégré dans l'accord de Paris. Je pense que c'est article 5, non? Qui parle du REDD+, qui est consacré dans l'accord de Paris. Et donc, le REDD+ est un outil essentiel pour lier la protection des forêts, lutter contre le changement climatique, le développement durable. Mais sa réussite dépend de beaucoup de facteurs. Et donc, nous allons voir quel est le mécanisme de REDD+. Alors, les objectifs d'abord, c'est réduire la déforestation, la dégradation, conserver les stocks de carbone forestier. Quand on dit conserver les stocks de carbone forestier, ça veut dire protéger ce qui est déjà là, les forêts qui sont là. Donc souvent, quand nous on dit, pendant reboiser, et vous reboisez seulement sans protéger ce qui existe déjà, ça veut dire que vous faites fausse route. Il faut d'abord protéger l'existant. Donc, conserver les stocks de carbone forestier, ça revient à protéger, donc à mettre des réglementations pour protéger les forêts qui existent. Promouvoir la gestion durable des forêts. Généralement, chez nous, quand on dit promouvoir la gestion durable des forêts, ça ne veut pas dire ne plus récolter ou bien ne plus exploiter les forêts. Chez nous, on confond beaucoup de choses, on se crée beaucoup de problèmes. Et donc, vous allez voir dans la présentation c'est quel jour là? Mercredi. Il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Parce que, et avec ça, vous allez dire, mais est-ce que nous aussi on fait de la gestion? Franchement. Parce que quand chez nous on dit, fais la gestion durable, non, il ne faut pas couper. Alors que si tu ne coupes pas, tu ne prélèves rien, tu n'es pas en train de gérer. C'est pour ça qu'on dit gestion durable. Quand on dit gestion durable, si tu ne prélèves pas, tu ne gères pas. Donc, augmenter les stocks de carbone. Donc, l'augmentation, c'est ça qui implique le reboisement et la restauration. Parce que les deux thèmes
ne sont pas les mêmes choses. Quand on fait le reboisement ou et c'est en anglais que c'est très bien. On dit afforestation et reforestation. Et même en français, c'est internalisé maintenant. Ça veut dire que quand on fait de la reforestation, ça veut dire que on est en train de remettre une forêt qui existait. Mais quand on fait de la afforestation, ça veut dire que c'est la zone où il n'y avait pas de forêt, mais on est en train de la transformer en forêt. Et ça, c'est beaucoup plus clair. Mais le français, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous savez que le monde là d'aujourd'hui, ça ne vient pas de français. Hein. Si vous voulez évoluer, si vous restez collé aux expressions françaises, vous allez faire fausse route. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que quand vous lisez les textes, il faut toujours avoir la version anglaise pour bien comprendre les expressions. Sinon, vous passez à côté du texte. Ça, c'est un conseil pour les grands chercheurs. Là. Hein? Et donc, le mécanisme REDD+, c'est les incitations financières. Ça veut dire que les pays en développement reçoivent des paiements sur la base des efforts qu'ils font et ces efforts sont vérifiés. Mais alors, ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont les phases de REDD+. Donc, vous voyez, le REDD+, ça fait 3 phases. Il y a la phase de préparation que mon collègue a déjà conduit au Togo. C'est ça la phase de préparation. C'est-à-dire qu'on met les dispositions pour créer les conditions à aller vers les investissements et pouvoir bénéficier des paiements. Donc, au Togo, ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'est cette phase-là. Et cette phase-là, je ne sais pas, lui, il va revenir après pour vous dire, on n'a pas tout fini. Donc, quand on est là, généralement, les gens disent, nous, on a fait REDD+, là, on ne voit rien. Vous ne voyez rien, vous n'avez pas fini. C'est ça. Et c'est très important, ces étapes-là. Avoir un cadre politique et institutionnel. Vous voyez, les mots ont tout leur sens. Un cadre politique et institutionnel. La stratégie REDD+, ça, on a. C'est ça, non? On a la stratégie REDD+. Mais est-ce qu'on a un cadre institutionnel favorable? Système MRV. Chez nous, on fait les systèmes. Système MRV, là, ce n'est pas écrire les documents. Hein. Ce n'est pas un document. C'est mettre en place un système qui vous permet de suivre l'évolution de vos dégradations et qui sont vérifiables par tous et standardisés. Ça ne veut pas dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets en place un système MRV, ça veut dire que j'utilise des méthodes qui me permettent de mettre l'état de référence et c'est les mêmes méthodes qui me permettent de contrôler et de rapporter les évolutions. Je ne peux pas faire une carte à la main et demain faire une carte pas avec la main. Et donc, vous introduisez déjà des biais. Et donc, cette méthodologie n'est pas standardisée. Et donc, ne peut pas être valable comme telle. Et donc, le niveau de référence, ça vous permet d'avoir des facteurs historiques de dégradation et de déforestation. Et avoir le système d'information sur les sauvegardes environnementales et sociales. Et le dernier, c'est avoir le mécanisme de partage des bénéfices. Le mécanisme de partage des bénéfices, je pense qu'on n'a pas encore ça. Surtout, même les autres, s'il y a des choses encore à améliorer. Voilà. Mais c'est le dernier là. Le système de partage des bénéfices, c'est qu'il faut avoir un mécanisme qui permet de partager les paiements à tous les acteurs qui contribuent, notamment les communautés locales. Parce que les forêts, c'est elles qui utilisent. Si vous mettez en place des mécanismes pour réduire donc la déforestation et la dégradation, ça veut dire que les communautés payent quelque chose pour ne plus le faire. Et donc, vous devez avoir des mécanismes de partage en fonction des acteurs qui font des efforts. Je veux dire quoi? Si vous avez des gens, si vous intégrez les plantations, ça veut dire que ceux qui plantent là doivent avoir quelque chose, un pourcentage bien clair. Dès qu'on paye, chacun reçoit pour lui. Ce n'est pas que quand on va payer, vous allez encore convoquer une réunion pour aller discuter de comment on va partager. C'est ce qui est écrit là, on l'applique. Dès que l'argent tombe là, on partage. Donc ceux qui plantent, ceux qui ont des forêts communautaires, l'État, par exemple les aires protégées, les forêts classées, donc tous ces acteurs. Donc il faut faire une stratification des acteurs qui concourent à pouvoir faire ces efforts qui donnent des paiements, c'est-à-dire qui permettent de contrôler
les émissions à éviter et donc faire la répartition pour que chacun ait. Et si vous avez cette disposition maintenant, donc vous allez à la phase de l'investissement. Ça veut dire que vous mettez en place des grands projets et ces projets, on vient vérifier les résultats de ces projets. Une fois qu'on vérifie et qu'on dit que les projets ont contribué à réduire donc des émissions, c'est donc la différence entre l'état de référence et ce que les projets ont pu ajouter, c'est cette différence-là qu'on calcule pour vous faire des paiements. Ce n'est pas qu'on vient calculer, non, il faut la base. Et donc, c'est aussi la notion d'additionnalité. On reviendra sur ça le mercredi. Est beaucoup plus complexe pour vous expliquer ce que ça implique. Et donc, on fait les paiements. Maintenant, après vérification indépendante, ça veut dire que ceux qui vont vérifier viennent d'ailleurs. Et vous n'allez pas, ce n'est pas une question de Mdekou, allô, non. C'est que c'est des gens indépendants. Alors, d'où vient donc les mesures de sauvegarde? Donc, on doit vérifier que vous respectez les droits de l'homme. Nous, on n'a pas de peuple autochtone. C'est pour ça que nous parlons souvent des communautés locales. Donc, c'est ici. Ça ne nous concerne pas. La notion de peuple autochtone, ce n'est pas autochtone comme nous on comprend ça ici. Hein. C'est généralement des peuples qui vivent dans les forêts, qui sont inféodés à des forêts, leur tradition, leur vie, tout ça. Là. Donc, au Togo, nous n'avons pas ça. La protection de la biodiversité, la participation des communautés. Et donc, le système doit être donc inclusif. Il ne faut pas exclure les gens et il faut prendre en compte les avis des communautés. Alors, qui finance? D'où vient l'argent? Donc, il y a des fonds qui sont créés et une fois que vous engagez, c'est ces fonds-là qui font ces paiements. Donc, il y a le fonds vert pour le climat, il y a le programme ONU-RED et il y a le fonds de partenariat pour le carbone de la Banque mondiale. Donc, c'est ces différents fonds-là qui font ces paiements. Par contre, il y a le marché carbone volontaire ou le marché réglementé dans le cadre de l'accord de l'article 6 de l'accord de Paris qui prend en compte ça. Et ça, on va revenir sur ces éléments. C'est beaucoup plus complexe le mercredi, mais c'est très simple. Vous allez voir beaucoup de nuances sur ces éléments. Donc, il y a des défis. Il faut avoir les défis pour le reste, mesures de vérification, c'est-à-dire que les outils même que vous utilisez pour faire l'inventaire forestier font partie. Si vous, par exemple, vous n'utilisez pas, vous utilisez les rubans, c'est faux, ça ne passera pas. C'est-à-dire que les outils que vous utilisez pour évaluer, on vérifie tout ça là. Qu'est-ce que vous avez utilisé? Si vous avez utilisé des méthodes archaïques, vos résultats ne vont pas passer. Le système de gouvernance et de corruption, l'équité, est-ce que vous prenez en compte les communautés? Donc ça, c'est des défis assez importants dans le processus RED. Mais pour ce processus, donc dans le cas de marché volontaire, il y a ces dispositions. Si votre pays n'a pas encore mis en place toutes les dispositions que j'avais présentées, c'est-à-dire avoir c'est quoi? Stratégie RED+, le cadre institutionnel, le niveau de référence, le mécanisme de partage des bénéfices, tout ça là. Si vous n'êtes pas encore prêt pour avoir tout ça là, il est quand même permis de faire des projets RED+ au niveau des sites. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une forêt et faire un projet RED+ et l'inscrire sous le mécanisme VERA qui est intitulé RED+ juridictionnel et imbriqué. Et donc, on peut faire un projet RED+ sur une forêt ou à l'échelle d'une commune ou à l'échelle d'une préfecture ou à l'échelle d'un canton ou à l'échelle d'une région si on n'est pas encore prêt. Et au fur et à mesure, quand vous avez mis en place, par exemple, ça l'avait dit que vous avez mis en place quoi? Ce que nous appelons le système de suivi, le MRV, et si vous mettez en place le projet utilise le MRV qui est à l'échelle nationale pour rapporter sur votre évolution. Ça veut dire que vous mettez en place un dispositif qui permet quoi? Si par exemple je veux vérifier, par exemple je prends la préfecture de Wawa, je zoome sur la préfecture, je peux me rendre compte que en 2020,
voilà le niveau de dégradation des forêts. Et maintenant, en 2025, voilà l'évolution. Ça a changé. Si la dynamique est positive, ça dit qu'il y a une réduction de la déforestation. J'utilise le mécanisme national. Et donc, vous pouvez aussi inscrire des projets à ce. Mais une fois que vous avez atteint, vous avez fini les préparations, vous avez mis en place le système de partage des bénéfices à l'échelle nationale, vous ne pouvez plus inscrire un projet à l'échelle de région, de site, de préfecture, de commune, de canton. En ce moment, on ne peut faire qu'un programme national. Donc, et là, vous pouvez l'inscrire dans le mécanisme de marché volontaire qui est le mécanisme juridictionnel de VERA. Donc, je pense que pour le RED+, c'est bon. On va rapidement voir AFR 100. Ça, c'est lui, il a dit qu'il veut faire. Ça, c'est un mécanisme qui a été mis en place par l'Union africaine dans le cadre de, dans le cadre de la, comment on appelle ça, la déclaration de Bonn. Et juste à la fin de la conférence de, c'était le COP 21 sur Paris, que l'Union africaine, ils se sont retrouvés et ils ont pris des engagements de pouvoir restaurer environ 100 millions d'hectares en Afrique. Et donc, c'était leur objectif. C'est pour ça qu'on dit AFR 100. Donc, c'est que les pays qui se sont engagés veulent faire 100 millions d'hectares, veulent restaurer. Et comme je le disais, la restauration, ce n'est pas du reboisement. Donc, il y a plusieurs activités. Ils veulent arriver à faire 100 millions d'hectares. Et donc, l'initiative là a été prise et c'est l'Union africaine qui est l'initiateur et le bras technique est le NEPAD. Et les contributeurs, c'est la Banque mondiale, la BAD, le GEF, le Fonds pour l'environnement mondial. Il y a le BMZ. Le BMZ, c'est le ministère de la coopération allemande. Et le KfW, c'est aussi une banque d'investissement de l'Allemagne et qui apporte un soutien assez important dans le processus là. Il y a aussi ceux qui assistent, bon, la FAO. Et donc, le Togo s'est engagé à faire combien, Monsieur Duty? C'est le commandant Duty. C'est 1,4 million d'hectares. Ouais. FR100, ce n'est pas que du reboisement, comme vous le voyez, c'est 100 millions d'hectares d'ici 2030, mais aussi la sécurité alimentaire. Ça veut dire qu'on doit renforcer nos systèmes de production pour garantir leur durabilité. C'est-à-dire que là où on produit le maïs, il faut qu'on essaye d'associer des arbres pour que la production de ce maïs-là soit durable. C'est-à-dire quoi? Cultiver sur la même superficie sans altérer la fertilité des sols. Et ça, c'est très simple. Mais quand tu veux dire aux gens non, ils vont dire que lui, il vit à Lomé, lui aussi l'a fait. C'est compliqué. Lutter contre le changement climatique, c'est-à-dire que planter des arbres. Quand on plante les arbres, ce n'est pas seulement la séquestration, on voit seulement la séquestration des arbres, mais il y a le sol qui contribue à bien séquestrer beaucoup. Préserver donc les écosystèmes fragiles dans tout ce qui est biodiversité et les flancs de montagne, les berges des cours d'eau, tout ça là, et soutenir donc les moyens de subsistance des communautés rurales. Quand on dit moyens de subsistance, ce n'est pas autre chose que par exemple ce que vous appelez AGR, activité génératrice de revenus. C'est une expression que je n'aime pas trop parce que généralement ça ne contribue à rien. Oui, les gens vont aller acheter des appareils qui vont faire 2 mois, c'est gâté. Et ils disent qu'ils ont fait AGR. Moi, j'ai vu les gens qui ont acheté des ruches qui n'ont même pas fait 1 an. Oui. Et donc, voilà les objectifs de AFR 100. Et donc, le mécanisme de AFR 100, comme on le disait, c'est donc il y a des engagements nationaux. Donc, c'est ici. C'est comme ça que le Togo s'est engagé à faire 1,4 million d'hectares de restauration. C'est faisable.
si on s'y prend bien et on essaie de voir qu'est-ce que ça implique. Parce que, et ça, il y a une stratégie, il y avait une étude, un état des lieux qui avait été fait et le Togo a un plan de restauration. Mais j'imagine, est-ce que vous connaissez ça? Qui sont ceux qui connaissent le plan de restauration des paysages forestiers du Togo? On a un plan de restauration. Mais est-ce qu'on suit ça? C'est ça. Sinon, on a ça. Hein? Et donc, il y a 34 pays qui sont là. Et donc, les approches, comme je le disais, c'est l'agroforesterie, la régénération naturelle assistée et la plante. Donc, vous voyez, c'est les approches qui ont été identifiées pour faire donc, la restauration. Donc, comme je le disais, ce n'est pas du reboisement actif, mais il y a plein d'activités qu'on vise à faire. Et aussi pouvoir partager les approches. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous mettez en place des approches de restauration, il faut pouvoir partager ça dans les réseaux de communication pour que les autres pays sachent qu'est-ce que le Togo fait dans le cadre de sa restauration. Voilà. Et donc, ça demande l'implication des ONG, des entreprises, mais il faut des ONG sérieuses. Hein. Donc, voilà le mécanisme. Le financement, on avait déjà parlé, mais on revient juste pour rappeler, voilà, c'est les mécanismes de financement qui soutiennent donc l'initiative. Et voilà, vous pouvez avancer. Il n'y a pas assez d'argent hein, pour le moment. Les besoins sont estimés à 2 à 3. Les défis majeurs, il n'y a pas de financement. Comme M. Abdou, le colonel, l'a rappelé, il a besoin de soutien. C'est exactement ça. Faible gouvernance, donc on dit, voilà, c'est ce que je disais, que beaucoup d'acteurs utilisent, faible gouvernance, que certains pays manquent de capacité institutionnelle. Une fois que cette phrase passe, on dit donc on donne ça à l'UCN, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont organiser des réunions pour vous former. Les conflits d'usage des terres, généralement, il ne faut pas oublier que quand on prend ces engagements, il faut aussi l'agriculture. Et donc, quand mon ami Douti veut reboiser, quelqu'un va dire, moi, je veux faire le champ. Vous voyez? Et donc, il ne faut pas perdre de vue. C'est pour ça que nous pensons que la meilleure solution, c'est de pouvoir concilier donc, l'agroforesterie. Mettre plus l'accent en utilisant des espèces locales. Et là, on peut bien, parce que moi, j'arrive dans certaines zones de Fazao, et je ne sais pas, ceux qui connaissent la zone de Tchébébé. Vous connaissez Tchébébé? Il y en a qui connaissent au moins Tchébébé. Bon, pas les gens de Lomé. Hein. Nous, on est de la brousse. Hein. Voilà. Quand vous arrivez dans la zone de Blita, Tchébébé et autres là, si vous rentrez à votre gauche, vous allez voir une zone là. C'est considéré comme des grands. Mais quand vous arrivez là-bas, moi je connais bien la brousse. Tu n'as pas l'impression que c'est une zone dégradée. Hein. Pourtant, c'est les champs. Oui, vous voyez les arbres, c'est tellement joli. Et ça, je ne peux pas, si vous avez ça, parfois il y a des zones même vers, quand vous allez déjà après, oui, disons, à partir de Kanté, non? Parce que entre Kanté et Kara, c'est les montagnes, à part les palmiers de Niamtougou, là. Donc, quand vous dépassez Niamtougou, vous rentrez dans Kanté, vous allez au bord de la route, vous regardez comment c'est joli. Les champs, là. Avec parfois, vous avez du karité, le néré, vous avez le... Quand vous arrivez à Sadori, juste à Sadori, avant d'aller vers Mango, vous allez voir ces arbres-là, là-bas. Il n'y a que ça. On utilise ça pour faire couscous. Ou non? Donc, il y a beaucoup de choses. Mais nous, non, on ne valorise pas ces choses. Donc, les défis donc, pour lutter contre la sécheresse, les inondations, donc c'est tout ça là, ces éléments-là qui... Parce que généralement, les gens reboisent. Mais pas dans l'inondation, peut venir prendre tout ça là. La sécheresse aussi, le stress hydrique. Et ça annule tous les efforts. Donc, nous devons trouver des moyens pour concilier tout, pour relever tous ces défis-là, pour pouvoir optimiser nos efforts de restauration. Alors, je pense que c'est fini pour AFR 100. Et la certification forestière, ça c'est un mécanisme qui va nous permettre, ça a été mis en place en 1993, suite à
comment on appelle ça, la conférence de sommet de la Terre qui s'est tenue à Rio. Et donc, avec la dégradation des terres et des ressources, on a dit, il faut prendre des mesures pour réduire donc, la déforestation, la biodiversité et préserver les droits des communautés. Donc, c'est une ONG en fait, et qui est là pour promouvoir une gestion forestière responsable. Mais quel est donc ça a été créé, les initiatives, c'est le WWF qui avait créé ça, qui regroupe les représentants sociaux, c'est-à-dire les propriétaires terrains et les entreprises qui travaillent dans le domaine du bois. Et donc, c'est le FSC, c'est donc un label. Ils vont identifier si votre bois respecte, donc il y a les principes, les 10 principes qu'on appelle principes, principes, critères, indicateurs. Donc, il y a les 10 principes qu'on se base pour pouvoir évaluer si vous exploitez votre forêt. Il y a des principes pour les forêts naturelles, il y a les principes pour les plantations. Et donc, il y a un processus donc, de certification qui se fait en 3 étapes. Il y a l'évaluation, il y a la certification et des audits réguliers. C'est réalisé par donc, des structures indépendantes. Une fois qu'on arrive à prouver que vous faites donc, une exploitation raisonnable, vous avez beaucoup d'avantages. Pour les pays développés, c'est de pouvoir labelliser les produits. Ça, c'est des choses qui se passent plus pour avoir accès au marché européen, marché de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, Amérique, les États-Unis et l'Europe. Parce que ça permet d'avoir plus de valeur ajoutée en vos produits. Et vous vendez le bois. Le prix peut doubler quand vous avez ce label-là. Et ça augmente pour nos pays. Ça permet de créer des emplois, d'augmenter les revenus et de renforcer aussi les droits des propriétés des communautés. Mais généralement, ça implique des coûts. Et nous, on ne veut pas dépenser. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a de l'argent et qui n'a pas investi. Ça, c'est le principe. Il faut investir pour gagner. Donc, ça, c'est quelque chose de très fondamental, par exemple, pour la promotion de l'exploitation. Si nous qui n'avions pas trop de bois, si on essaye de faire ça, ça peut augmenter la valeur. Donc, c'est structuré en 3 chambres. Il y a la chambre environnementale, sociale et économique. Et donc, vous avez ici qui peut adhérer à quelle chambre. Donc, vous avez la chambre environnementale réservée aux chercheurs en foresterie, la chambre sociale, les syndicats et les groupes. Et vous avez la chambre économique, les entreprises forestières, les distributeurs et autres là. Donc, maintenant, comment on y adhère? Donc, vous allez voir le processus d'adhésion. Donc, tout ça là, c'est disponible. Il suffit de s'inscrire. Il y a un lien. Vous vous inscrivez. Quand vous inscrivez, vous pouvez maintenant faire les formalités. On vous demande les documents, vous fournissez. Vous devenez membre de FSE. Voilà ce qu'on tenait à présenter pour vous. Je vous remercie. Merci beaucoup au présentateur pour la qualité de la présentation. En fait, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est un peu des commentaires. Je pense que le présentateur a fait aussi des commentaires par rapport à la difficulté de l'application du règlement zéro déforestation, surtout en ce qui concerne le déplacement de la déforestation. Est-ce que actuellement, qu'est-ce qui peut être fait ou bien qu'est-ce qui est fait au niveau de l'Union européenne pour pouvoir juguler à cette problématique? Et parlant toujours de l'application de ce règlement, est-ce que quelque chose est prévu comme un programme de renforcement des capacités au niveau national pour permettre aux différents acteurs d'être prêts pour son application? Parce que tel que présenté, il y a beaucoup d'aspects
techniques qu'il faut vraiment pouvoir maîtriser par, disons, les différents partenaires, que ce soit les producteurs ou bien les exportateurs, pour pouvoir mieux suivre l'application de ce règlement. Toujours par rapport à ce règlement, je pense qu'au niveau national, ça serait également vraiment difficile par rapport disons, au site aujourd'hui, qu'est-ce qui est forêt, qu'est-ce qui n'est pas forêt, parce que dans nos communautés, on a souvent des zones banales, c'est-à-dire qu'autour de certains villages, vous avez des zones, vous allez peut-être dire qu'il s'agit même d'une forêt, alors que c'est des zones banales qui actuellement n'est pas encore utilisées pour l'agriculture, mais qu'avec le temps, les propriétaires peuvent décider de défricher ça pour pouvoir pratiquer de l'agriculture. Donc c'est vraiment des aspects à clarifier au niveau national pour l'application de ce règlement-là. Merci beaucoup. Ok, je suis Hector Namang, je suis journaliste environnementaliste. Je travaille pour Vert Togo, un web magazine sur les questions d'ordre environnemental et écologique. Ok, bon, moi ma question c'est à deux niveaux. Selon ce que j'ai pu comprendre, bon, ne serait-ce que l'infime partie de ce que j'ai pu comprendre, puisque la présentation a été assez riche. Bon, la première, c'est réellement nos communautés, surtout nos communautés. Quand je parle de communautés, c'est beaucoup plus au niveau de les communautés qui sont souvent implantées dans nos aires protégées. Comment ces communautés-là sont réellement impliquées dans la planification, la surveillance et les bénéfices qui ressortent de la gestion forestière au niveau sur le plan national. Et ma deuxième question, c'est au niveau des essences. Vous avez parlé aussi des essences. J'aimerais savoir, doit-on privilégier les espèces locales ou introduire des espèces exotiques à croissance rapide? Sinon, quelles sont les conséquences sur le plan environnemental à long terme? Merci. Si M. Ezi nous entend, il peut ouvrir son micro et poser sa question. J'aimerais avoir quelques précisions par rapport aux explications du coordonnateur sur sa présentation au niveau de l'histoire. C'est concernant la restitution des forêts dégradées. J'aimerais savoir quand une zone naturelle est dégradée dans une forêt, s'il faut le restituer, faut-il passer par quelle option pour pouvoir garder les valeurs de cette forêt? C'est-à-dire amener les plants à reboiser cet endroit ou bien faire une régénération assistée ou bien défendre la zone contre l'effet de gros. Merci. J'aimerais toujours rejoindre ma voix aux autres intervenants pour remercier une fois encore le coordonnateur pour sa brillante présentation. Et bon, moi, c'est juste une petite préoccupation. C'est vrai qu'il nous a présenté à peu près les différents mécanismes de promotion de la gestion durable des forêts. Et il a parlé également de... Bon, c'est juste une partie qui m'avait beaucoup intéressé. Et cette partie porte sur le mécanisme de partage des bénéfices. Bon, je voudrais savoir exactement s'il peut nous présenter, développer encore plus ce mécanisme-là. Et les bénéfices, réellement, ça consiste à quoi? Est-ce vraiment des ressources financières qu'on partage aux différents acteurs qui interviennent dans le domaine, ou bien c'est des savoir-faire, des pratiques, des formations? Voilà, si vous pouvez un peu développer cette partie pour que nous soyons quand même outillés et édifiés sur si on s'engage dans les projets de reboisement ou bien des projets de restauration forestière, qu'est-ce qu'on gagne réellement avec tout ce que vous nous avez présenté? Merci. Je commence par le mécanisme de partage des bénéfices. Ici, c'est d'ordre monétaire. C'est des paiements. Quand on dit paiement, ça veut dire que c'est une fois que le processus est bien fait,
et on a contrôlé, on a vérifié les résultats. Si le mécanisme est à l'échelle nationale et à un montant convexe, par exemple, le Ghana a déjà mis en œuvre une action qui était relative à la gestion des agroforêts cacao, café, et ont bénéficié des paiements. Je pense que c'était environ 500 millions. Et donc, une fois qu'on verse cet argent, on le partage. Par exemple, ici, leur projet était orienté donc, sur les parcs agroforêts à cacao, café. Et donc, ça veut dire que c'est les acteurs qui ont contribué à faire ces efforts pour avoir ces paiements. C'est avec eux qu'on partage l'argent. Et donc, vous devez déjà avoir le mécanisme qui est là, qui est établi, vérifié, avec un compte. Quand on verse l'argent, on partage ça entre ces différents acteurs. Donc, c'est vraiment monétaire. Ce n'est pas quelque chose comme ça. Mais nous, je pense qu'il y avait eu un état des lieux qui avait été fait, mais ça n'a pas été finalisé pour aller vers la mise en place du mécanisme. Et là, je pense qu'il faut vraiment faire... parce qu'il y a des directives. Ce n'est pas quelque chose à faire selon ce que vous pensez, mais il y a des directives qui encadrent ces mécanismes de partage qu'il faut respecter en fonction surtout des facteurs de dégradation de chaque pays. Par exemple, le Ghana, il a été relevé que les facteurs qui ont beaucoup contribué à la dégradation des forêts, c'est la culture du cacao. Et donc, si on fait un projet qui contribue à réduire donc, la déforestation, c'est donc ces acteurs, les zones dans lesquelles les actions ont été menées, c'est eux qui bénéficient. Actuellement, ils ont un second projet qui concerne les parcs agroforestiers à Carité, qui est financé par le Fonds vert. Et donc ça aussi, ça concerne plutôt les zones du nord. Et donc c'est ces acteurs-là qui bénéficieront de ces paiements. Voilà ce que je peux dire sur ça. Les options qu'il faut prendre pour garder les valeurs des zones restaurées, et ça dépend de la zone. Et généralement, il faut bien voir en fonction du milieu qu'est-ce qui peut marcher. Si vous êtes dans une zone où, par exemple, on est sûr que si on se met à planter des arbres, ils auront moins de succès, il vaut mieux opter pour donc, la régénération assistée ou la mise en défense. Donc, parfois, il peut arriver de combiner les deux. C'est-à-dire, vous pouvez faire des enrichissements, mais à des écartements, mais prioriser les espèces locales. C'est fondamental, parce que si vous avez des espèces locales, ça amène à garder le milieu naturel. Quand on dit espèces locales, ça veut dire que vous devez utiliser forcément des espèces du milieu. Ce n'est pas, par exemple, venir prendre, comment on appelle l'espèce là, le atitoti là, comment, vous connaissez ça, non? Voilà, par exemple, prendre ça pour aller mettre à Dapaon, parce que c'est une espèce locale. Vous voyez un exemple banal comme ça. Ça veut dire que les espèces du milieu, vous avez des espèces comme le tali, qu'on appelle Erythropleum suavelense, que les gens utilisent beaucoup pour faire le charbon de bois. Mais bizarrement, personne ne le plante. Or, c'est une espèce, elle est à la fois agroforestière, parce que c'est une fabacée. Et généralement, quand vous voyez même dans les champs, si vous avez des cultures proches de l'arbre, vous avez plus de rendement. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui peuvent donner. Et on reviendra mercredi, sur ces éléments où on va parler spécifiquement de ces choses-là. Donc, ça, c'est un exemple. Pour voir les différents types. Et les bénéfices, je pense que c'est la même question. Hein. L'autre question, je pense, M. Dutoitou a fait un commentaire sur le règlement
de la déforestation importée pour dire est-ce que l'Union européenne prend des dispositions pour accompagner les États à pouvoir se conformer à la législation. Ça, c'est quelque chose qui est là. Il y a des études, il y a un état des lieux qui se fait au cas par cas. Et donc, en fonction de ça, on définit des accompagnements. Et ça, je pense que c'est chaque pays d'exprimer ses besoins d'accompagnement. C'est en cela que je disais que ça peut aussi être une opportunité pour nos États, par exemple, de profiter pour mettre en place une agriculture durable et plus résiliente, et en identifiant des actions concrètes à faire pour, par exemple, optimiser la production agricole et pouvoir stabiliser les superficies emblavées, mais plutôt augmenter les rendements et la fertilité de nos terres. Okay. Merci beaucoup au coordonnateur pour sa présentation. Maintenant, pour revenir au niveau du mécanisme REDD+, bon, là j'ai une question, j'aimerais savoir c'est quoi la difficulté du Togo? Parce que d'après votre présentation, on n'est qu'à la phase préparatoire, alors qu'on voit plusieurs pays qui bénéficient déjà de ces financements. Quels sont les principaux freins pour notre pays? Merci. Ok, merci beaucoup pour votre question. Je pense que le présentateur, le coordonnateur, dans sa présentation, a souligné un peu les défis liés au processus REDD+. En fait, ce n'est pas spécifique au Togo. Comme il l'a présenté, il y a 3 étapes. Et le Togo a achevé la première étape. Il reste maintenant la deuxième et la dernière étape. Même au niveau africain, c'est seulement le Ghana. C'est le Ghana seul qui est arrivé aujourd'hui à bénéficier des paiements. Donc, il y a le fait, c'est surtout quand on vous présente tous les mécanismes qu'il a présentés, quand on vous présente, ça paraît simple, mais ce n'est pas aussi évident. Hein. Il a souligné aujourd'hui dans sa présentation certaines exigences qu'il faut. Donc, en termes de technologie ou bien d'expertise, ce n'est pas évident. Donc, c'est un processus qui nécessite une certaine expertise. Et au niveau national, nous n'avons pas. Mais bon, dans le cadre de la préparation, on a quand même, les cadres ont bénéficié d'un renforcement de capacité, mais ce n'est toujours pas encore à un niveau souhaité. Et aussi, les ressources qui ont été mobilisées pour cette phase sont épuisées. Donc, c'était un financement du Fonds de partenariat pour le carbone forestier. Ce financement est arrivé à terme en 2021. Et donc, le gouvernement est actuellement en train d'explorer pour pouvoir mobiliser d'autres ressources pour poursuivre le processus. Je pense que même la semaine dernière, nous avions eu un entretien. Quand je dis nous, c'est au niveau national, au niveau du ministère. On a eu un entretien avec la Banque mondiale qui, dans le cadre de l'appui budgétaire du Togo, doit renforcer également les capacités du Togo pour améliorer les aspects qui n'ont pas été, disons, bien faits lors de cette première phase. Et puis maintenant, disons, mettre en place une feuille de route de l'engagement du pays pour poursuivre les autres étapes de ce processus. Donc voilà un peu ce que je vais dire. Donc c'est pour dire que ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'expertise. Vous savez, quand on dit paiement basé sur les résultats, c'est pas, on ne gagne pas facilement de l'argent. Il faut beaucoup de choses. C'est vraiment un processus itératif. Moi, c'est M. Aglamé, du ministère de la Planification. J'ai 2 questions à poser au coordonnateur. Premièrement, en suivant sa présentation, j'ai constaté que sur le mécanisme FLEX,
il y a seulement 4 pays africains qui se sont intéressés à faire partie. Il veut savoir qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'engouement des pays à adhérer au FLEX. Est-ce qu'il y a une contrainte qui est liée à ça? Et deuxième question, c'est sur le règlement zéro déforestation de l'Union européenne. Même nos plans nationaux, on sait que l'agriculture, c'est qu'un enseigne bien sur l'agriculture. Et l'une des mesures pour mesurer si la pollution vient des zones, zones de déforestation. Or, on peut pas avoir une production conséquente sans détruire la forêt. Bon, est-ce que nous sommes obligés à produire comme le faisait avant, une production minimale, ou bien on va toujours respecter les règlements de l'Union européenne tout en restant un pays qui va toujours importer les produits agricoles? Merci pour les questions. Non, et pour la première question concernant le mécanisme FLECT, si vous regardez les pays, c'est essentiellement des pays forestiers. Ça veut dire, vous avez la Côte d'Ivoire, le Ghana, ça veut dire qui exportent le bois. Le Congo, le Cameroun, c'est des économies dont la part du bois est assez importante dans leur PIB. Et donc, le Togo, je n'ai pas en tête les statistiques en termes d'exportation du bois vers le marché européen. Et je pense que, mais le Togo avait eu un accompagnement. Je pense que ça devait être dans les années 2011, non? Monsieur Didier, 2010-2011. On avait voulu commencer, on avait eu un accompagnement pour commencer le processus. Je me rappelle, on avait travaillé même dans ça, mais le financement n'a même pas terminé et donc les actions se sont arrêtées. C'est ça qui fait qu'on n'a plus fait ce processus, je ne sais pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut chercher à voir. Sinon, on avait voulu s'engager, mais on ne s'est pas engagé. Et je pense qu'il y avait aussi plus d'engouement. À l'époque, il y avait l'exploitation du Pterocarpus et qui était plus tourné vers l'Asie. Et peut-être tout ça là, avait fait qu'on n'avait pas trouvé assez d'intérêt jusqu'à ce que le moratoire était venu sur l'exportation du bois de Pterocarpus, c'est-à-dire ce qu'on appelle Fotec ou le Ven. Donc voilà ce que je peux dire sur ça au Togo. Et je pense qu'on a toujours intérêt si on peut faire le processus. Moi, je pense qu'il faut toujours rester et avoir plus de choix. Et au niveau de la production, si vous regardez bien le règlement, c'est pas que le règlement dit, c'est plutôt les dispositions nationales. Vous savez, même chez nous, si vous regardez notre code forestier, le défrichement est encadré. Et ça dit que la mise en place de nouveaux champs, c'est encadré dans notre code. Et on avait entamé l'élaboration. Je pense que c'est toujours en cours. Hein. On voulait légiférer sur les modalités de défrichement. On a fait un décret. Non, c'est pas encore adopté. On devait le reprendre, mais on n'a pas encore repris. Donc, le Togo même, on est en avance même sur l'Union européenne. On a même un décret pour encadrer le défrichement. Et donc, ça, il faut seulement qu'on se comprenne. Sinon, ce n'est pas le règlement qui nous montre aujourd'hui qu'il faut contrôler le défrichement. Nous-mêmes, notre code prévoit ça. Et c'est pour ça que la loi, si vous regardez au niveau de je parlais de l'article 3 et les exigences,
c'est plutôt, ils disent que le produit doit être légalement produit, c'est-à-dire conformément à la législation du pays. Donc, c'est plutôt nos législations que nous devons respecter. Maintenant, en termes de superficie, ça veut dire que les superficies qui ont été déjà déboisées et qui font l'objet d'agriculture ne pourront pas souffrir. Et nous avons franchement beaucoup de jachères, beaucoup de zones. Donc, cela nous amène à quoi? À réduire donc la déforestation et à pouvoir cultiver sur les superficies qui sont déjà détruites pour qu'on puisse avoir un peu de naturel. Parce que si vous n'avez pas le naturel, votre agriculture n'est pas durable. C'est un peu ce que ça veut dire. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Longa Nikanda, étudiante en master forêt et changement climatique. Ma question, c'est de savoir, en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes, parce que nous le savons tous, ces espèces constituent un problème majeur pour nos écosystèmes. Et donc, qu'est-ce que le Togo fait pour réglementer l'introduction de ces espèces exotiques envahissantes là? Merci. Écoute, les espèces exotiques, si vous regardez, c'est pris en compte dans notre législation et dans nos stratégies. Et vous savez que dans le cadre de la révision de la stratégie et plan d'action national pour la biodiversité, le SPAN-B, ça fait partie des indicateurs. Et nous avons pris toujours des mesures de pouvoir réduire donc ces espèces. Et on avait commencé d'abord par les identifier. On a fait pas mal d'études, que ce soit en zone humide et aussi dans les aires protégées. Et c'est tout ça là que nous devons bien identifier. Qu'est-ce que nous voulons? Nous pensons que c'est considéré comme espèce exotique envahissante. Et il y a des mesures à prendre en fonction des espèces et suivant aussi leur capacité de propagation et de nuisance. Et je pense que normalement, il y a des mesures qui sont prises. Et il y a même un indicateur qui est fixé pour pouvoir rapporter d'ici 5 ans sur quels sont les efforts que le Togo a pu faire dans l'éradication de ces espèces exotiques envahissantes. Merci. C'est juste une contribution pour dire à notre camarade étudiante que les services de l'environnement sont à l'œuvre. Et pour vous dire, durant ce mois de juin, nous sommes sur 2 demandes d'introduction d'espèces nouvelles, l'espèce Paulinia, nous n'avons pas encore de précision, et le processus est en cours. Nous avons partagé cette demande avec les universitaires, tous ceux qui sont concernés dans la gestion de la biodiversité, les professeurs de l'université, professeur Guéli en est copie du courrier, et M. Adjouanou aussi, et bien d'autres universitaires. Alors, nous sommes à pied d'œuvre pour discuter sur ces espèces-là que des gens nous proposent. De loin, les gens voient que c'est bien, que c'est une espèce à croissance rapide, ceci, cela. Mais c'est encore nouveau chez nous. Alors, c'est pour vous dire que les services du ministère de l'Environnement travaillent sur ces choses-là. Et nous avons toujours nos services au niveau des frontières terrestres et aériennes pour suivre tout ce qui est flux au niveau des espèces végétales ou animales qui entrent ou qui sortent du territoire. Voilà. Le PALCC+, agir ensemble pour la biodiversité et le climat.